Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Fondement géohistorique de la puissance russe. Chapitre 1. Aperçu sur la place de la Russie dans la géopolitique. 1. Genèse de l'opposition russo-américaine en géopolitique. Il y a aujourd'hui sur la Terre deux grands peuples qui, partis de points différents, semblent s'avancer vers le même but. Ce sont les Russes et les Anglo-Américains. Tous deux ont grandi dans l'obscurité. Et tandis que les regards des hommes étaient occupés ailleurs, ils se sont placés tout à coup au premier rang des nations, et le monde a appris presque en même temps leur naissance et leur grandeur. Pour atteindre son but, l'Américain s'en repose sur l'intérêt personnel et laisse agir sans les diriger, la force et la raison des individus. Le Russe concentre en quelque sorte dans un homme toute la puissance de la société. L'un a pour principal moyen d'action la liberté, l'autre la servitude. Leur point de départ est différent, leurs voies sont diverses. Néanmoins, chacun d'eux semble appelé par un dessein secret de la Providence à tenir un jour dans ses mains les destinées de la moitié du monde. Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, 1835. Ce passage de la démocratie en Amérique est l'un des plus connus de par son caractère prophétique, renforcé par le fait qu'Alexis de Tocqueville l'a choisi pour clore de façon assez inattendue son ouvrage. Relativement peu étayé par son auteur en ce qui concerne la Russie, pays qu'il ne connaît pas, il est contestable quant à la comparaison-opposition entre les deux puissances. Ainsi, l'affirmation selon laquelle les deux nations se sont révélées au monde presque en même temps est pour le moins abusive. En effet, sans même revenir à la Russie kiévienne du XIe siècle dont le grand prince nouait des relations matrimoniales avec tous les grands monarques d'Europe, la Russie est un acteur géopolitique majeur en Europe depuis la fin du XVIIe siècle. Au moment où Tocqueville écrit ces lignes, la Russie apparaît encore comme l'un des grands vainqueurs des guerres napoléoniennes, ses soldats étant allés jusqu'à Paris, soit l'intervention militaire la plus à l'ouest jamais réalisée par le pays. C'est sans doute l'une des causes de la prophétie tocquevillienne, comme de l'impression d'une apparition soudaine de la Russie dans l'histoire européenne. À l'inverse, les États-Unis n'ont alors qu'une cinquantaine d'années d'existence et sont encore largement accaparés par la conquête et la mise en valeur de leur territoire. Les deux puissances sont donc loin d'être comparables du point de vue de leur ancienneté, Tocqueville succombant à la tradition de l'européocentrisme qui a pour corollaire la sous-estimation du rôle du monde non occidental dans l'histoire, sous-estimation qui perdure jusqu'à nos jours. Une partie des élites occidentalisées de Russie a à tel point intégré cette représentation, que certains chefs de file du mouvement occidentaliste l'ont repris à leur compte. Ils affirment notamment que la Russie est un pays neuf, qui n'a pas d'histoire, n'a rien apporté de positif à la civilisation, et c'est justement grâce à cette virginité supposée que la Russie est amenée selon eux à devenir l'avenir de l'Europe. Dans son apologie d'un fou, Piotr Tchadaïev écrit « Pierre le Grand ne trouva chez lui que du papier blanc et de sa forte main il y traça ces mots « Europe et Occident ». Dès lors nous fûmes de l'Europe et de l'Occident. La véritable histoire de ce peuple ne commencera que du jour où il se saisira de l'idée qui lui a été confiée, et qu'il est appelé à réaliser. C'est cette négation de l'histoire du pays, qui n'aurait ni passé, ni présent mais ne pourrait exprimer son génie que dans l'avenir, qui a servi de légitimation à toutes les expériences de transformation radicale de la Russie selon la théorie de la tabula rasa, que ce soit après la révolution de 1917 ou à la suite de la chute de l'URSS. Il faut d'autant plus souligner l'ancienneté de la Russie en tant que puissance consciente d'elle-même, que les dirigeants soviétiques, puis russes, se réfèrent régulièrement aux stratégies mises en place par les souverains russes au cours de l'histoire. C'est particulièrement le cas chez Staline qui s'identifiera constamment à ses prédécesseurs de manière plus ou moins explicite, pour mener sa politique autant à l'intérieur, référence à l'Oprichnina d'Ivan le Terrible, qu'à l'extérieur avec la reprise des objectifs territoriaux séculaires de la Russie tsariste. Dans le même temps, il faut souligner la qualité de l'analyse de Tocqueville en ce qui concerne les processus de l'expansion américaine. Dans la deuxième partie de son ouvrage, et surtout dans sa conclusion, il procède à une véritable étude géopolitique avant l'heure. En effet,
Tocqueville énonce au travers de l'exemple américain des principes fondamentaux de ce qui sera appelé l'analyse géopolitique. Ce qui facilite encore merveilleusement ce développement rapide de la race anglaise dans le Nouveau Monde, c'est la position géographique qu'elle y occupe. Les événements futurs, quels qu'ils soient, n'enlèveront aux Américains ni leur climat, ni leurs grands fleuves, ni la fertilité de leur sol. Les mauvaises lois, les révolutions et l'anarchie ne sauraient détruire parmi eux le goût du bien-être et l'esprit d'entreprise qui semble le caractère distinctif de leur race. Il montre ainsi que les caractéristiques générales de développement et d'expansion d'une puissance donnée ne dépendent vraiment ni du type de régime politique qui préside plus ou moins temporairement à ses destinées, ni de quelques bouleversements politiques, sociaux ou économiques conjoncturels, mais bien de la combinaison entre la position géographique, les données physiques, étendues, ressources, climat et les caractéristiques socio-culturelles de cette puissance. Cette remarque est particulièrement importante pour le destin de la Russie. En effet, si tous les auteurs s'accordent aujourd'hui à souligner la continuité des dynamiques d'expansion entre la Russie impériale et l'URSS, il n'en a pas été de même durant la guerre froide où la grande majorité des analystes envisageaient l'opposition américano-soviétique au travers du prisme idéologique. Il sera intéressant de voir en quoi cette continuité peut à nouveau être décelée dans la trajectoire de la nouvelle Russie, alors même que certains, tant en Occident qu'en Russie, ont cru, ou fait mine de croire, à un changement majeur et irréversible des relations entre les deux puissances. Ce faisant, ils ont à nouveau favorisé le facteur idéologique. Pour ce qui est des États-Unis, Tocqueville a réussi à dégager les grands éléments de la puissance américaine telle qu'elle va se développer au XXe siècle, une position géographique et un territoire privilégié, un fort dynamisme démographique et économique, une capacité à se projeter dans l'espace mondial grâce à la maîtrise des océans. Les États-Unis deviendront un jour la première puissance maritime du globe. Ils sont poussés à s'emparer des mers, comme les Romains à conquérir le monde. Ce dernier point est extrêmement important puisqu'Alexis de Tocqueville a saisi l'importance de la puissance maritime et voit les États-Unis y jouer le premier rôle, 50 ans avant l'amiral américain Alfred Mahan. Ce dernier apparaît en effet comme le véritable théoricien du Sea Power. Il insiste sur la nécessité pour les États-Unis de contrôler tous les points névralgiques nécessaires à la maîtrise de l'espace maritime mondial. Pour atteindre cet objectif, il propose une alliance stratégique de son pays avec l'Angleterre, détentrice de la majorité de ses points d'appui et de verrouillage de l'espace maritime. Détroit de Gibraltar, d'Ormuz et de Singapour, Cap de Bonne-Espérance, Canal de Suez. De fait, les États-Unis sont, le plus souvent au niveau mondial, le continuateur géopolitique de la Grande-Bretagne. Ainsi, le caractère récent de la puissance américaine est lui aussi à relativiser. Les stratégies mises en place tant au niveau des hommes que des idées bénéficient de l'expérience de l'Angleterre. Le caractère fulgurant de l'expansion américaine est à ramener à l'échelle de l'histoire pluriséculaire de l'expansion anglo-saxonne dans le monde. L'alliance extrêmement étroite de Washington avec les autres puissances anglo-saxonnes, Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande et Canada, est là pour le confirmer et en font plus que jamais une puissance de la mer. Avec Tocqueville, nous avons l'idée d'un partage du monde entre les puissances russes et américaines. Mahan fait des États-Unis une puissance maritime à vocation mondiale. En fait, il faut attendre le début du XXe siècle pour que la Russie trouve la place centrale que vont lui donner par la suite la quasi-totalité des théories géopolitiques anglo-saxonnes. C'est en effet un universitaire et homme politique anglais, Sir Alfred J. Mackinder, qui met la puissance continentale au centre de ses théories. Il conceptualise l'existence d'un pivot géographique de l'histoire 14 qu'il situe au cœur de l'Eurasie, Cartin. Cet espace qu'il nomme le Heartland serait pour la puissance qui le contrôle une sorte de forteresse imprenable, forteresse à partir de laquelle cet État peut se lancer à la conquête du monde, divisé en plusieurs cercles concentriques périphériques. L'anneau intérieur ou marginal qui regroupe les contrées allant de l'Europe occidentale à l'Extrême-Orient situé à proximité des côtes de l'Eurasie, elle-même représentant la partie principale de l'île mondiale qu'elle forme avec l'Afrique. Le reste des terres émergées, Angleterre et Japon inclus, appartient à l'anneau insulaire ou extérieur et a pour particularité de regrouper toutes les puissances de la mer, puissances anglo-saxonnes et Japon. Pour Mackinder,
L'évolution de la planète résulte du rapport de force entre le Heartland et les puissances de l'anneau extérieur, autrement dit entre les puissances de la mer et celles de la Terre. Sans le dire explicitement, Mackinder théorise de fait la confrontation entre les puissances anglo-saxonnes et la Russie. Car l'État qui contrôle le Heartland, en 1904 comme aujourd'hui, c'est bien évidemment la Russie. Il ne faut pas sous-estimer le caractère intéressé de la théorie de Mackinder. En faisant de la puissance continentale russe le cœur du système politique international, l'auteur britannique influencé par le grand jeu qui venait de mettre son pays aux prises avec l'Empire russe, désigne de fait le principal adversaire du Royaume-Uni pour la domination mondiale. Le reproche qui lui a ensuite été fait d'avoir surestimé les avantages de la puissance continentale n'est fondé que dans la mesure où l'on ne prend pas en compte les véritables objectifs de Mackinder. En effet, le Britannique n'a pas été qu'un théoricien, il a aussi exercé une activité directe sur le cours de la géopolitique mondiale. Non seulement il fait partie de la délégation britannique qui a négocié le traité de Versailles, mais il a joint la théorie à la pratique sur le terrain en devenant haut-commissaire britannique en Russie du Sud, 1919 à 1920, participant ainsi de manière active aux interventions étrangères lors de la guerre civile russe. Intervention qui, sous couvert d'aide aux armées blanches, permettait de circonscrire au maximum la puissance russe sur ses marches. Carte 1. Le pivot géographique de l'histoire, vu par Mackinder en 1904. De fait, ces années cruciales dans l'histoire du XXe siècle semblent confirmer une première fois les théories de Mackinder. En effet, après la confusion des débuts de la guerre civile, le territoire contrôlé vers 1920 par les communistes correspond bien au Heartland. Non seulement la nouvelle puissance parvient à partir d'une position centrale à défaire ses ennemis coalisés, ce qui confirme les avantages inhérents au Heartland, mais les espaces périphériques que Mackinder avait exclus de son pivot géographique de l'histoire sont tous perdus ou du moins temporairement occupés par des troupes étrangères, à l'Ouest, la Finlande, la Pologne et une partie de l'Europe centrale gagnent leur indépendance aux dépens de la Russie. Au sud, les troupes allemandes occupent une partie de l'Ukraine, les troupes anglo-françaises les bords de la mer Noire, tandis qu'à l'est, la Sibérie orientale est occupée par le Japon et les États-Unis. Il faut d'ailleurs constater que les territoires perdus plus ou moins temporairement par la Russie au cours de la guerre civile correspondent peu ou prou à ceux des républiques ex-soviétiques indépendantes à partir de 1991. Influencé par Mackinder, mais avec des objectifs tout autres, l'Allemand Karl Haushofer prône dès le début des années 1920 la formation d'un grand bloc eurasiatique du futur afin de contrer les puissances anglo-saxonnes. C'est dans cette perspective qu'il applaudit à la signature en 1941 du pacte germano-soviétique, associé au pacte de non-agression entre le Japon et l'URSS. Ainsi, le géopoliticien allemand développe à sa façon l'idée eurasienne à l'époque où les émigrés russes Nikolai Trubekoj, Petr Savickij et Georgij Vernadskij en font leur idée centrale. Mackinder continue d'influencer la pensée géopolitique jusqu'à nos jours. Dans le grand échiquier, Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller du président des États-Unis et membre influent de l'establishment américain, y fait directement référence. Une grande partie de son analyse est d'ailleurs un développement, adapté aux conditions géopolitiques actuelles, des idées de Mackinder et de son disciple américain Spykman. Et dans le système de Brzezinski comme dans celui de ses prédécesseurs, l'Eurasie est au centre de la géopolitique mondiale et la Russie occupe toujours la place d'adversaire numéro 1 des puissances anglo-saxonnes. Ceci est d'autant plus remarquable que l'auteur écrit au milieu des années 1990, à un moment où la Russie est plongée dans une crise sans précédent, qui fait dire à la grande majorité des analystes que Moscou ne peut prétendre tout au plus qu'au rang de puissance régionale tandis que la Chine est pressentie comme le nouveau concurrent stratégique des États-Unis au niveau mondial. Zbigniew Brzezinski ne partage pas cette vision des choses. Non content de préférer la Russie à la Chine en tant qu'adversaire stratégique pour les États-Unis, il propose une alliance avec cette dernière afin de contrer un retour probable de Moscou. Dans l'Eurasie prise dans son ensemble, seul un approfondissement de l'entente stratégique entre les États-Unis et la Chine pourrait enraciner le pluralisme. L'attention grandissante que porte la Chine à l'Asie centrale,
limite nécessairement, d'une manière ou d'une autre, la liberté d'action de la Russie dans sa volonté de replacer la région sous le contrôle de Moscou. 18. Cette perspective d'une alliance États-Unis-Chine, ou en tout cas de l'intérêt commun qu'ils ont à empêcher un retour hégémonique de la Russie dans son étranger proche, se fonde sur un constat. La Russie, est-il besoin de le préciser, reste un joueur de premier plan. Et ce, malgré l'affaiblissement de l'État et le malaise prolongé du pays. Sa seule existence exerce une influence majeure sur les nouveaux États indépendants de l'ex-Union soviétique. La Russie a de hautes ambitions géopolitiques, qu'elle exprime de plus en plus ouvertement. Dès qu'elle aura recouvré ses forces, l'ensemble de ses voisins, à l'Est comme à l'Ouest, devront compter avec son influence. La conviction que la Russie doit se relever, exprimée ici par Z. Brzezinski, renvoie aux précédents historiques d'un État russe qui a connu à plusieurs reprises des crises graves mettant en cause son existence même, et qui est parvenu à chaque fois à trouver les ressorts intérieurs pour surmonter la crise et repartir de l'avant. 2. Un troisième temps des troubles. Le temps des troubles fait une démonstration magistrale de la façon dont s'effondre un État. Parallèlement, dans la dernière période des troubles, une autre démonstration est effectuée, concernant un processus autrement plus complexe et mystérieux, celui de la renaissance d'un État. Michel Heller, Histoire de la Russie et de son Empire, 1997, page 301. De grandes tendances se dessinent dans le développement des différentes puissances, tendances qui s'expriment dans le temps long et qu'il est utile de connaître pour mieux comprendre les évolutions géopolitiques contemporaines. À cet égard, l'une des choses qui frappe le plus quand on se penche sur l'histoire russe, ce sont certaines constantes dans son développement. La Russie a connu de longues phases d'expansion territoriale et de relative stabilité politique, entrecoupées par des effondrements brusques qui remettent en cause tout l'édifice patiemment construit. Ces périodes d'instabilité sont souvent courtes à l'échelle historique mais extrêmement violentes et destructrices. On peut citer la destruction de Kiev et l'occupation de la rue par les Mongols au milieu du XIIIe siècle, le temps des troubles, Smutnoe Vremja, au début du XVIIe siècle, la révolution bolchevique de 1917 suivie de la guerre civile. L'éclatement de l'URSS en 1991 entre dans cette logique. Tous ces événements historiques possèdent de nombreuses ressemblances. Effondrement de l'ensemble des structures de pouvoir, invasion et ou ingérences étrangères dans les affaires intérieures russes, perte de pans entiers du territoire russe, crise identitaire, morale et spirituelle, déliquescence de la société, alors que dans le même temps on assiste à l'apparition puis à la consolidation d'un nouveau pouvoir. De fait, la période qui s'ouvre au début des années 1990 a été souvent comparée au temps des troubles du début du XVIIe siècle, période d'anarchie provoquée par la fin de la dynastie des Riouriques et qui s'est achevée avec l'instauration de celle des Romanov. Quant à la révolution russe de 1917, puis la guerre civile, qui a mis fin à la deuxième dynastie russe, elle a été souvent perçue comme un deuxième temps des troubles. Pourquoi une telle comparaison ? Et quelles sont les analogies qui peuvent permettre d'éclairer la situation actuelle d'un point de vue géopolitique ? Les temps des troubles en Russie sont provoqués par une crise dans le système de transmission du pouvoir au sommet de l'État. La fin de la dynastie des Riouriques a généré une crise très grave, accompagnée d'une guerre civile et d'interventions étrangères, Suède et surtout Pologne, crise qui n'a été résolue qu'avec l'instauration de la nouvelle dynastie des Romanov. La crise de 1917 à 1920 est du même ordre. La Russie ne sait plus comment et par qui elle doit être gouvernée. Une fois que les bolcheviks ont établi leur pouvoir et certains principes d'accès au pouvoir, la situation se stabilise. Au début des années 1990, une nouvelle crise dynastique s'empare de la Russie. Le Parti communiste disparaissant, la Russie doit construire un nouveau modèle de transmission du pouvoir. Dans les textes, le système est censé être démocratique mais dans la pratique, la Russie n'a toujours pas trouvé la formule lui permettant une transmission du pouvoir apaisée et acceptée par la société russe. Ces crises au sommet de l'État russe s'accompagnent de crises sociales et économiques et surtout morales. Outre les caractéristiques évoquées plus haut, on peut ajouter pêle-mêle l'extension de l'alcoolisme dans la société, les grandes difficultés de l'État à percevoir l'impôt, les crises financières et monétaires. L'ancien système de valeurs est partiellement ou totalement remis en cause, modèle de gouvernement, rôle de l'orthodoxie,
ce qui provoque le désarroi d'une société en quête de nouveaux repères. Notons que l'analogie entre la chute de l'URSS et le temps des troubles du début du XVIIe siècle ne s'arrête pas là. Ces deux effondrements de l'État russe ont été précédés par une période de terreur politique ayant décimé les élites et affaibli durablement le pays. C'est la politique de l'Oprichnina d'Ivan IV dit le Terrible et la politique de terreur menée par Staline qui a par ailleurs fait directement référence à son prédécesseur. Dans les deux cas, les successeurs à la tête de l'État n'ont pas été capables de faire face aux conséquences sociales, démographiques, désastreuses de ces politiques destructrices. Au niveau géopolitique, ces graves troubles internes provoquent un affaiblissement du centre moscovite ou pétersbourgeois et attisent les tendances centrifuges ainsi que l'appétit d'autres puissances qui cherchent à soustraire à la Russie des parties importantes de son empire. Les pertes territoriales et les conséquences géopolitiques qui les accompagnent ont au cours des trois périodes historiques des traits communs importants. Le premier est que les pertes territoriales sont les plus importantes sur le flanc occidental de la Russie. Dans les trois cas, la façade maritime sur la Baltique est perdue partiellement voire entièrement au profit des États scandinaves et ou baltes. La Pologne profite de la faiblesse russe pour se renforcer et contester son influence sur les territoires qui correspondent aux actuelles Ukraine et Biélorussie. Au début du XVIIe siècle comme au début du XXe siècle, la Pologne profite de la faiblesse de la Russie pour annexer d'importants territoires à ses dépens. En ce début de XXIe siècle, les deux États luttent pour établir leur influence sur la Biélorussie et l'Ukraine. Sur le flanc sud, la Turquie renforce ses positions sur les bords de la mer Noire et dans le Caucase. De manière générale, d'importants territoires sont perdus et l'expansion séculaire russe est interrompue pour plusieurs décennies, la Russie mettant l'accent sur sa réorganisation interne dans le but de s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques. Pour ce qui est des années 1990, de ce troisième temps des troubles, la grande différence avec les périodes antérieures réside dans le fait que la Russie n'a pas perdu de territoire au profit de grandes puissances voisines mais que ces pertes territoriales se sont concrétisées par l'apparition de nouveaux États qui forment comme une zone tampon avec la Pologne et l'Europe occidentale en général, Ukraine, Biélorussie et Moldavie, avec la Turquie et Iran au sud, Géorgie, Azerbaïdjan et Arménie, et avec la Chine à l'est, République d'Asie centrale. L'enjeu est de savoir qui, de la Russie ou des puissances concurrentes, parviendra à établir sa domination sur ces nouveaux États qui sont trop fragiles pour constituer des puissances autonomes à part entière. Et s'il faut pousser l'analogie jusqu'au bout, la question se pose de savoir si la Russie, après une période de réorganisation interne, renouera avec une politique d'expansion comme cela a été le cas aux époques antérieures. De fait, dès son apparition sur la scène mondiale en tant qu'État indépendant, la Fédération de Russie a été confrontée à la question de ses frontières et du devenir de ses relations avec ses nouveaux voisins. En effet, non seulement la Russie n'a jamais existé dans les frontières actuelles mais celles-ci ne correspondent pas à la répartition de la population russe dans l'espace ex-soviétique. La Fédération de Russie inclut de nombreux peuples non russes alors même que 25 millions de Russes se retrouvent en dehors de ses frontières. Cette situation a été décrite comme résolument nouvelle dans l'histoire de la Russie. Pourtant, ces spécificités incontestables ne sauraient cacher des analogies importantes avec des périodes antérieures. Certes, c'est la première fois que des Russes ethniques vivent en si grand nombre dans des États étrangers, situation qui peut inciter la Russie à s'ériger en protecteur de ses populations voire à renouer avec des visées expansionnistes. Pourtant, la Russie a légitimé pendant plusieurs siècles sa poussée vers l'ouest par la volonté de rassembler les terres russes, la Rus, sur lesquelles vivaient les Slaves orientaux de confession orthodoxe qui étaient désignés et se sont longtemps désignés comme Russes, Russki. Certes, la définition de qui est russe a changé mais l'idée selon laquelle d'importantes populations russes vivent en dehors de l'État russe est loin d'être nouvelle. Elle a contraire existé pendant toute la période d'opposition entre la Moscovie et l'État polono-lituanien. Face à cette problématique des frontières de la Russie qui renvoie donc à la nature des relations avec l'étranger proche, il existe quelques grandes options portées par des courants plus ou moins bien structurés au sein de la société russe. 3. Nation ou empire ? Les frontières de la Russie avec son étranger proche.
On peut établir 3 grands courants idéologiques au sein de la société et des élites russes en ce qui concerne l'avenir de la Russie dans l'espace ex-soviétique. Les nationalistes, les néo-impérialistes et les pragmatiques. 3.1. La Russie État-nation. Le principal porte-parole d'une Russie État-nation est Alexandre Solzhenitsyn. Logique avec lui-même, il est de ceux qui ont vu dans l'éclatement de l'URSS le moyen pour le peuple russe de se débarrasser du fardeau de l'Empire, qui leur aurait été imposé par leurs dirigeants et dans lequel ils se noient. Seulement la RSFSR qui devient la Fédération de Russie, est loin d'englober tous les Russes. Or, pour rassembler tous les Russes dans un même État, il y a 2 solutions. Soit les Russes de l'étranger proche émigrent vers la Russie, soit c'est la Russie qui vient à eux, autrement dit, elle annexe les territoires peuplés par des Russes. Solzhenitsyn prône les 2 solutions selon le contexte. En ce qui concerne les pays asiatiques de Transcaucasie et d'Asie centrale, où rien de bon ne semble attendre les nôtres, il faut en évacuer méthodiquement, même si cela doit prendre assez longtemps, les Russes qui le désirent et les établir décemment en Russie. Quant au Kazakhstan, le nord, peuplé en majorité de Russes, serait rattaché à la Russie. Cependant, les choses se compliquent pour la Biélorussie et l'Ukraine. Solzhenitsyn revendique comme Russes les territoires du Donbass, de la Nouvelle-Russie et de la Crimée. Mais dans le même temps, il ne se résout pas à voir la rue coupée en 3, affirmant que petits Russiens, blancs Russiens et grands Russiens appartiennent à un même peuple, qui n'a été du reste séparé en 3 branches que par le terrible malheur de l'invasion mongole et de la colonisation polonaise. Pourtant, dans le cas où les Ukrainiens voudraient réellement se séparer, Solzhenitsyn écrit comment réaménager notre Russie. En 1990, la solution serait dans la consultation de chaque région pour savoir si elle veut devenir ukrainienne ou russe. Les choses se sont déroulées autrement, mais le problème russe demeure. En fait, les propositions de Solzhenitsyn butent sur un certain nombre de contradictions inhérentes à tout projet national russe. C'est d'abord la difficulté à définir qui est russe et qui ne l'est pas. D'autre part, la Russie aux Russes est un projet impossible à réaliser dans la mesure où nombre de minorités, tatars, mordves, tchoukches, sont imbriqués au sein même des territoires à majorité russe. Solzhenitsyn le reconnaît qui n'envisage pas d'autre solution que leur insertion dans l'État russe. De fait, l'État-nation Russie ne peut exister sans minorité, mais dans ce cas où doit-il s'arrêter ? Dans le Caucase, par exemple, quelles sont les régions qui peuvent devenir indépendantes, la Tchétchénie, et celles qui malgré la présence de peuples non russes doivent appartenir à la Russie ? Enfin, pourquoi la Russie pourrait-elle englober d'autres peuples, alors que Solzhenitsyn considère que les Russes n'ont pas à vivre en tant que minorité dans des États devenus indépendants ? Conscientes ou non de ces contradictions, les grandes formations politiques russes ne suivent pas l'option nationale, même si elles peuvent à l'occasion lui emprunter certaines revendications. Yuri Loukov s'est longtemps fait le chantre du rattachement de la Crimée à la Russie. Pourtant, une organisation sociopolitique, le Congrès des communautés russes ou KR, Kongress Russki Kopchin, reprend cette vision du rassemblement de tous les Russes dans un même État. Le CRO a été fondé en 1993 à l'initiative de Dimitri Rogozin, dans le but d'unifier les communautés russes de tous les États de l'ex-URSS afin de réunifier la nation russe. À l'instar de Solzhenitsyn, le CRO inclut dans la nation les Slaves de l'Est d'Ukraine et de Biélorussie. Mais le CRO, qui se veut à la fois un organisme d'entraide pan-russe et un lobby auprès du gouvernement russe afin de faire avancer ses idées, a voulu se transformer en parti politique et participer aux élections fédérales russes. En tant que parti, ce fut un échec puisqu'après avoir obtenu 4,3% des voix aux élections législatives de 1995, il est retombé dans l'anonymat à celle de 1999 avec quelques 0,62% des voix. Pourtant, des personnages plus ou moins liés au parti ont émergé sur la scène politique. Le plus connu d'entre eux fut Alexandre Lebed qui était membre du parti lors des élections législatives et présidentielles de 1995, où il arriva en 3e position avec 15% des voix. Quant à Dimitri Rogozin, désormais ambassadeur de la Russie auprès de l'OTAN, il a un temps présidé le comité des affaires étrangères de la Douma et a fondé avec Sergueï Glazev le parti nationaliste Rodina avant que celui-ci ne se dissolve pour cause de division interne. De même,
Konstantin Zatulin, ancien président du comité de la Douma pour les relations avec la CEI et les compatriotes, député de la Douma d'État et proche du maire de Moscou, a fondé l'Institut des pays de la CEI et obtenu à ce titre une certaine audience médiatique. Pourtant, tout comme Solzhenitsyn, les nationalistes butent sur la question des relations avec les autres peuples, qu'ils soient incorporés ou non à la Fédération russe. Ainsi, le CRO, dans son souci de rassembler tous les Russes de l'étranger proche où qu'ils se trouvent, propose purement et simplement l'élargissement des frontières de la Russie à celles de l'ex-URSS, incluant de fait de nombreux peuples non russes. Il en conclut que les peuples ainsi englobés bénéficieront de la sécurité du nouvel ensemble étatique, leur identité et leur religion étant respectées tant qu'ils ne remettront pas en cause l'intégrité de la Russie. D'un projet nationaliste, le CRO en vient à un projet impérialiste face à l'impossibilité de définir les frontières idéales de la Russie. 3.2. La tentation impériale. Les néo-impérialistes russes considèrent que la Russie n'est pas et ne peut être un État-nation, du fait de la diversité ethnique qui caractérise l'ensemble de son territoire. Dans le même temps, ils considèrent que la Russie ne peut se penser dans ses frontières actuelles et doit trouver le moyen d'intégrer son étranger proche d'une façon ou d'une autre. Ce projet s'appuie le plus souvent sur l'idée que la Russie appartient à une civilisation distincte de l'Occident, comme de l'Orient, et a une mission à remplir en tant que grande puissance. Les principaux porteurs du néo-impérialisme russe sont les néo-eurasistes qui affirment que la Russie doit unifier sous sa houlette les peuples vivant sur les vastes étendues comprises entre l'Europe et l'Asie, et correspondant peu ou prou aux frontières de l'ex-URSS. La doctrine eurasiste s'est élaborée dans l'émigration russe de l'entre-deux-guerres. Ses principaux fondateurs sont le linguiste Nikolai Trubekoj, le géographe Petr Savikij et l'historien Georgij Vernadskij. L'originalité de leur conception renvoie notamment au fait qu'ils rejettent l'origine kievienne de la Russie pour magnifier l'héritage de l'empire tataro-mongol de Gengis Khan. Nikolai Trubekoj, rejoignant paradoxalement les thèses des nationalistes ukrainiens, affirme « Aucun État puissant ne pouvait naître de la Russie kievienne, Kievskoje Russie. » Et la représentation selon laquelle l'État russe, Ruskoe Gosudarsteveo, est une continuation de la Russie kievienne est absolument incorrecte. Petr Savikij, qui a élaboré le concept de topogénèse, métorazvici, impliquant le caractère naturel de l'expansion d'une puissance impériale dans les espaces eurasiatiques, de poursuivre l'exemple de l'État tataro-mongol, Gengis Khan et ses héritiers, qui a réussi à conquérir puis à gouverner pendant une période historique donnée une partie gigantesque du Vieux Monde, a joué un rôle important et positif dans la construction du grand État russe. Les eurasistes admettent, certes, l'origine slave de la population russe, l'influence culturelle de Byzance, mais ils insistent sur la spécificité de la culture russe qu'ils définissent comme eurasienne. Et c'est là la grande originalité de l'eurasisme que de préférer à la primauté d'un héritage ethnoculturel unique, à l'instar des États européens modernes, la continuité historique et géographique d'un empire multiethnique. Ainsi, la Russie-Eurasie est l'héritière des Scythes, des Huns et des Mongols. Ces conceptions amènent les eurasistes à prôner la tolérance interethnique et religieuse, qui apparaît comme la condition indispensable à la cohésion d'un empire eurasiatique. Mais l'une des motivations des eurasistes est aussi de démontrer l'absolue étrangeté de l'Occident pour la Russie. C'est dans cette optique que, tout en percevant l'URSS comme un empire eurasiatique héritier de la Russie et avant elle de l'empire mongol, Trubekoj affirme que le gouvernement communiste ne fait que poursuivre à sa façon l'européanisation de la Russie lancée par Pierre Ier, détruisant les fondements spirituels de la vie russe, la spécificité nationale, introduisant en Russie les représentations matérialistes qui sont de fait dominantes en Europe et en Amérique. Cependant, contrairement à l'eurasisme de l'entre-deux-guerres qui se limitait à des cercles restreints de l'émigration russe, le néo-eurasisme est devenu le courant idéologique le plus dynamique de la Nouvelle Russie et reçoit un certain écho auprès d'autres nationalités et même à l'étranger. Le plus connu des théoriciens du néo-eurasisme est Alexandre Douguine, qui est parvenu à avoir une certaine audience auprès des médias comme de la classe politique. Son système de pensée, qui a des prétentions philosophiques voire métaphysiques, cherche à concilier nationalisme et néo-impérialisme afin de trouver les moyens de restaurer la puissance russe.
En fait, son mouvement Evrazia a noué des contacts avec les mouvements européens de l'extrême droite xénophobe, ce qui semble pour le moins contradictoire avec les idées eurasistes d'empire multiethnique. Mais s'il est le plus connu, Dugin est loin d'être le seul à reprendre le flambeau d'un euracisme qui influence en fait une partie des élites russes et même de l'étranger proche, à l'image d'un Nursultan Nazarbayev au Kazakhstan. En fait, le néo-euracisme ne se limite pas à certains courants politiques plus ou moins structurés. Il renvoie plus à un courant de pensée aux frontières conceptuelles relativement floues, qu'à une véritable idéologie. Son influence dépasse en tout cas largement la sphère politique, à l'image du film Mongol, superproduction russe de 15 millions de dollars sorti sur les écrans en septembre 2007. Dans ce film, le réalisateur Sergueï Bodrov, l'un des plus connus en Russie, fait du futur empereur mongol Gengis Khan dont il raconte la période de formation, un modèle de vertu, reprenant en cela les représentations de Nikolaï Trubekoj et de Lev Goumilev qui en font leurs principaux héros. Ces idées eurasistes ont l'avantage pour leurs concepteurs russes de contrer les aspirations pan-turquistes, pan-islamistes, pro-occidentales aussi bien que nationalistes en théorisant le caractère spécifique de l'espace eurasiatique dont le destin serait d'être unifié dans un seul espace étatique. Les néo-eurasistes s'appuient sur la situation de la Russie actuelle pour propager leurs idées. Ils font valoir que la Fédération de Russie, Rossiyskaya Federatsiya, est un État multinational dans son contenu comme dans sa forme. Sa population est multiethnique et toutes les nationalités de l'ex-URSS y sont représentées en nombre important du fait notamment des migrations depuis l'étranger proche. De plus, le nom même adopté pour l'État russe renvoie à une conception non ethnique, Rossiyskaya et non Russkaya, voire impériale puisque l'adjectif Rossiyskij a été mis en avant au temps de Pierre le Grand pour désigner l'empire, Rossiyskaya Imperija. De même, le fédéralisme asymétrique à la russe est une façon de perpétuer des modes de gestion du territoire et des populations largement inspirés de la pratique impériale. Le néo-impérialisme n'est pas le fait exclusif des néo-eurasistes. C'est ainsi que l'une des figures du libéralisme russe, Anatoly Choubaïs, prône la formation d'un empire libéral, qui regrouperait autour de la Russie les républiques de la CEI grâce à une domination économique et culturelle qui s'accompagnerait d'une démocratisation des espaces eurasiatiques sous l'impulsion de Moscou. 3.3. Les pragmatiques. Les pragmatiques partagent le plus souvent avec les néo-eurasistes la volonté de rétablir l'influence de la Russie dans son étranger proche, mais sans remettre en question les frontières héritées de la RSFSR. Cette position est avant tout celle des autorités russes actuelles. Leur opportunisme a fait dire que le Kremlin n'a pas de vision stratégique à long terme. De fait, sur certaines questions comme les relations avec les compatriotes de l'étranger proche, les positions ont varié entre l'option impériale, maintien des russophones dans l'étranger proche, et l'option nationale, faciliter le retour de ces derniers pour combler de déficits démographiques. Pourtant, le point central du programme des pragmatiques réside dans la conviction que la Russie doit d'abord se relever dans le cadre de ses frontières actuelles pour ensuite projeter sa puissance à l'extérieur, et notamment dans son étranger proche. Le point faible de cette position, c'est que pendant que la Russie se consacre à son développement intérieur, d'autres puissances travaillent activement à prendre pied à ses frontières. Aussi la Russie, même si elle donne la priorité à son relèvement interne, ne peut-elle ignorer l'importance de ses relations avec ses voisins, sauf à abandonner toute ambition de puissance. Chapitre 2. La Russie au sein de la CEI, atouts et contraintes. La grande spécificité de la CEI en tant qu'union interétatique est qu'à sa création, elle rassemble des républiques dont le degré d'intégration est très élevé, dans la mesure où elle faisait partie de l'État unitaire et fortement centralisé qu'était l'URSS. Les objectifs de la communauté sont donc pour le moins paradoxaux, puisqu'ils visent à l'intégration dans tous les domaines de la puissance étatique, alors même que c'est bien la création de la CEI qui entérine la désintégration de la quasi-totalité des structures communes aux républiques ex-soviétiques. Née dans la crise, rassemblant des États en construction et en crise généralisée, la CEI ne pouvait qu'être en difficulté dès ses débuts. En effet, à l'exemple de la construction européenne,
une union interétatique ne progresse que quand ses membres connaissent un dynamisme suffisant leur permettant de sacrifier des éléments de souveraineté afin d'en espérer des bénéfices à plus long terme. Au contraire, la crise favorise les réflexes protectionnistes, à plus forte raison pour des républiques jalouses d'une indépendance toute nouvelle et en construction. 1. Données structurelles, atouts et limites de la situation de la Russie au sein de la CEI. Au-delà de l'héritage soviétique, la deuxième spécificité des relations au sein de la CEI consiste en ce qu'il s'agit avant tout des relations entre une puissance de premier rang et de petits États. Afin d'illustrer ce différentiel de puissance, le poids démographique et la superficie des pays concernés, figure 1, sont des indicateurs privilégiés. En effet, dans les relations internationales, tous les auteurs classiques de Morgenthau à Aron ont recensé le facteur démographique comme une des composantes majeures de la puissance. Quant à la superficie, s'il n'y a pas de relation proportionnelle entre taille du territoire et puissance, confère des États étendus mais relativement peu puissants tels que le Canada ou l'Australie, elle en est un des paramètres. Hans Morgenthau fait de la géographie le premier facteur de puissance insistant sur le fait qu'il est le plus stable. La superficie a une influence directe sur le domaine économique, dans la mesure où plus un territoire est étendu, plus il y a de probabilités d'y trouver des matières premières en abondance. Le Canada et l'Australie fondent leur développement et leur richesse sur l'exploitation extensive de leurs sols, agriculture d'exportation et de leurs sous-sols, minerais, hydrocarbures. Par ailleurs, la taille du territoire renvoie soit au résultat de la puissance passée ou présente d'un État, soit à la puissance potentielle de cet État. C'est d'ailleurs souvent les deux à la fois. Ainsi, le territoire du Brésil constitue à la fois le résultat de la puissance passée de l'État portugais, expansion coloniale, et un potentiel important qui fait du Brésil depuis des décennies une grande puissance en devenir. De fait, comme dans tout problème géopolitique où il est fondamentalement question de territoire, il faut examiner ceci attentivement et tout d'abord tenir compte de leur dimension. Figure 1. Dans le cas de la CEI, on a d'un côté la Russie, État-continent de loin le plus étendu de la planète, plus de 31 fois la France, 7e pays le plus peuplé au monde. La Russie qui a toujours fondé sa puissance sur ses vastes ressources humaines et naturelles, et qui a démontré à plusieurs reprises dans l'histoire l'importance stratégique de l'étendue de son territoire, notamment lors des invasions napoléoniennes 1812 et allemandes 1941-1944. L'extension territoriale de la Russie est une source permanente de grande force qui a jusqu'à présent condamné à échec toutes les tentatives de conquête militaire étrangère. De l'autre, on trouve des mini-États comparables à une région française en termes de population voire de superficie. La Géorgie, le Kirghizistan et le Turkménistan ont une population égale ou inférieure à 5 millions d'habitants, soit moins que la région Rhône-Alpes. Quant à l'Arménie et à la Moldavie avec moins de 4 millions d'habitants et un territoire de moins de 34 000 km², elles sont comparables à la région Pays de la Loire en population comme en superficie. Entre les deux, la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan ont des profils géopolitiques fort variés mais en commun une population relativement peu nombreuse, entre 10 et 27 millions d'habitants, qui n'est pas compensé par un développement économique qui reste inférieur à celui de la Russie. Seule l'Ukraine pourrait faire exception, si l'on s'en tient à son poids démographique, 47 millions d'habitants et à un territoire de 600 000 km², mais elle reste en fait un État fragile, compte tenu notamment de ses problèmes identitaires qui alimentent une forte instabilité interne. La conséquence immédiate de cette situation, c'est que quel que soit le type d'intégration entre ces États, la Russie ne pourra qu'avoir un rôle dominant. Ce déséquilibre hypothèque tout projet d'intégration fondé sur des bases quelque peu égalitaires. Appliquer l'expérience de l'intégration européenne à la CEI, comme le suggèrent nombre d'acteurs politiques et de commentateurs russes, apparaît largement illusoire du fait même de ce déséquilibre structurel. En effet, la réussite de l'Union européenne tient notamment à un relatif équilibre entre les États membres qui empêche toute domination excessive de la part de l'un d'entre eux. Pourtant, malgré cet équilibre, les tensions entre petits et grands pays ne sont pas étrangères à l'UE. De plus, on parle de plus en plus de l'Allemagne comme du poids lourd de l'Union européenne,
non seulement de par sa puissance économique mais aussi du fait de sa prééminence démographique. La peur de certains pays tels que la Pologne d'une domination allemande en Europe est l'un des facteurs qui freinent la poursuite de l'approfondissement de l'intégration. Cela s'est notamment manifesté de manière très nette lors des négociations sur le traité européen en juin 2007. Pourtant, à niveau de développement économique sensiblement équivalent, le rapport entre le poids démographique de l'Allemagne, l'État le plus peuplé de l'UE, et celui de la France, deuxième par sa population, n'est que de 1,3. Aux côtés de la France, l'Italie et le Royaume-Uni, au poids démographique comparable, viennent renforcer l'équilibre général entre les principales puissances de l'Union. Pourtant, l'Allemagne dispose d'un atout supplémentaire. Elle occupe une position centrale dans l'UE élargie, ce qui renforce son poids face aux autres puissances de l'UE qui se retrouvent dans une position périphérique. Or, pour reprendre la formule d'Alford Mackinder, la Russie occupe dans l'ensemble du monde la position stratégique centrale qu'occupe l'Allemagne en Europe. Si l'on peut discuter de cette affirmation pour ce qui est du niveau mondial, la Russie occupe bien une position centrale au sein de la CEI. Elle dispose d'une frontière commune avec 5 de ses partenaires. Surtout, son territoire est l'unique lien terrestre entre les 3 régions de la CEI que sont l'Asie centrale, le Sud-Caucase et la partie européenne. Ces 3 régions sont en effet séparées entre elles par la mer Noire et la mer Caspienne. La Russie apparaît donc comme le passage privilégié des échanges entre ces 3 régions, d'autant que les réseaux hérités de l'ex-URSS sont conçus selon une logique centre-périphérie. À cela s'ajoute le fait qu'aucun des partenaires de la Russie ne dispose d'un accès direct à l'océan mondial. Les plus chanceux, Ukraine et Géorgie, ont une façade maritime unique sur une mer semi-fermée, la mer Noire, qui est reliée à l'océan mondial par une autre mer semi-fermée, la Méditerranée. Les autres États sont enclavés voire doublement enclavés, Ouzbékistan. De plus, le poids démographique de la Russie est autrement plus important que ne l'est celui de l'Allemagne dans l'UE. La population ukrainienne est 3 fois inférieure à celle de la Russie, tandis que l'Ouzbékistan, 3e État par sa population, ne compte que 27 millions d'habitants, soit 5,3 fois moins que la Russie, qui représente à elle seule la moitié de la population de la CEI. Le potentiel de domination de la Russie au sein de la CEI est donc beaucoup plus important que ne l'est celui de l'Allemagne en Europe. Certains responsables de l'Union européenne invoquent d'ailleurs la taille de la Russie pour refuser la perspective d'une hypothétique intégration. Romano Prodi, ancien président de la Commission et de retour à la tête du gouvernement italien, déclarait ainsi en juin 2006 : « La Russie peut-elle devenir membre de l'UE ? Non. Parce que dans ce cas l'Union européenne verrait aussitôt apparaître 2 capitales, une à Moscou, l'autre à Bruxelles. La Russie joue tout simplement dans une autre catégorie. Si les pays de l'UE ne se sentent pas de taille pour dialoguer avec la Russie dans une même structure d'intégration, que dire des fragiles ex-républiques soviétiques ? Le déséquilibre entre la Russie et ses partenaires de la CEI est renforcé par le fait que la majeure partie de ces derniers n'ont jamais existé auparavant en tant qu'États indépendants et sont apparus sur les cartes en tant que républiques fédérées sous l'Union soviétique, ce qui les prive de tradition étatique et de légitimité historique. Ceux qui ont existé en tant qu'États indépendants, Arménie, Géorgie, ne l'étaient plus depuis des siècles lors de leur incorporation dans l'Empire russe. Il n'est donc pas surprenant que les républiques baltes, seule république ex-soviétique à avoir connu une période d'indépendance au XXe siècle avant leur inclusion dans l'URSS, aient été les premières à sortir de l'Union et les seules à parvenir à rester en dehors de la CEI afin d'intégrer les structures occidentales. Dans ce contexte, la tentation de recourir au rapport de force, que ce soit de la part de la Russie ou de ses partenaires, n'en est que renforcée. La première s'appuyant sur ce déséquilibre pour imposer son point de vue, les autres comptant aussi sur le rapport de force pour refuser toute concession et dramatiser la situation afin de faire appel aux sentiments nationaux de la population ainsi qu'à l'aide extérieure des puissances occidentales désireuses de contrebalancer les tendances néo-impériales russes. Le premier réflexe de la majorité des autres membres de la CEI est en effet de chercher sinon les moyens d'échapper à la domination russe, du moins d'en atténuer les aspects les plus contraignants. Cela correspond à une sorte de règle de la géopolitique mondiale contemporaine,
qui veut qu'un petit État préfère la domination d'une puissance lointaine à celle d'une puissance voisine, renforcée ici par le fait que la Russie est considérée comme l'ancienne métropole, comme le successeur de l'URSS. Pour ces États, l'indépendance est avant tout vécue comme l'indépendance par rapport à Moscou. Il s'agit d'une question de représentation géopolitique. En restant dans le cadre de l'espace ex-soviétique, les nouveaux États conservent leur rôle de marge de la puissance russe. En se tournant vers d'autres puissances, ils tentent de sortir de cette situation de périphérie marginale pour retrouver une certaine centralité. Le racisme d'un Noursultan Nazarbayev fait partie de cette quête de la centralité. Le Kazakhstan n'est pas sur le flanc méridional de la Russie mais se situe au contraire au cœur du continent eurasiatique. Dans la partie européenne, les États de la CEI ne peuvent choisir qu'entre deux situations de périphérie: intégration à l'Europe ou à l'ère d'influence de la puissance russe. Les États du Caucase peuvent tenter de faire jouer la concurrence entre puissances pour retrouver sinon une certaine centralité, du moins une plus grande marge de manœuvre géopolitique. Cette volonté de distanciation par rapport à la Russie sert les intérêts de la puissance maritime que sont les États-Unis, qui sont perçus par définition comme lointains géographiquement, mais aussi culturellement. La domination d'une puissance lointaine, n'ayant pas de lien particulier avec l'État dominé, est souvent ressentie comme plus neutre sinon moins partiale que celle d'une puissance proche géographiquement. Le problème pour la Russie, c'est qu'en tant que puissance de premier rang, elle a à gérer un grand nombre de paramètres qu'elle doit prendre en compte dans les relations avec ses voisins et qui l'empêchent d'utiliser pleinement les moyens de pression dont elle dispose envers chacun de ses États. Ces derniers, au contraire, ont des objectifs beaucoup plus limités et clairement définis, ce qui leur permet, toutes choses égales par ailleurs, de dégager une plus grande marge de manœuvre face à la Russie. C'est ainsi que, si la Russie doit prendre en compte une multitude de facteurs pour maintenir une certaine cohésion au sein de la CEI, nombre de ses voisins ne voient dans leur participation à cette structure qu'un moyen parmi d'autres de tirer le maximum de concessions de la part de la Russie comme des autres grandes puissances concurrentes. À cela s'ajoutent des restrictions spécifiques à une puissance continentale. La Russie ne peut se permettre de se couper de tel ou tel de ses voisins ou de le déstabiliser sans en subir des conséquences potentiellement graves. La déstabilisation d'un État voisin peut entraîner une montée des migrations, de la violence, du séparatisme qui peuvent facilement se propager sur le territoire de la Russie. De mauvaises relations avec l'une des républiques de la CEI peuvent également se répercuter sur les liens de la Russie avec les autres États de la région. Ainsi, dans le Caucase, la Russie est séparée de sa meilleure alliée l'Arménie, par deux États plus ou moins hostiles, l'un à l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'autre à la Russie, la Géorgie. En appliquant des sanctions économiques à la Géorgie, la Russie remet en cause ses relations privilégiées avec l'allié arménien qui en subit les conséquences économiques. De plus, les États du Caucase du Sud sont séparés de la Russie par la ligne de crête du Caucase qui constitue un obstacle physique aux infrastructures sous-développées, tandis que le Sud-Caucase est lui-même cloisonné non pas tant du fait de son relief que des obstacles politiques nés des conflits séparatistes qui ont entraîné la destruction de certaines infrastructures et la non-utilisation d'autres, blocus. De fait, la position géographique centrale de la Russie au sein de la CEI n'est pas non plus dénuée de faiblesses. La Russie ne dispose d'une frontière commune qu'avec 5 des 11 autres membres de la CEI. C'est particulièrement handicapant en Asie centrale où l'immense territoire du Kazakhstan, 6 fois la France métropolitaine, 9e État au monde par sa superficie, sépare la Russie du Kirghizstan, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan et du Turkménistan. La seule possibilité de contournement potentiel, mais de toute façon limitée, est constituée par la mer Caspienne. Le fait que le Kazakhstan apparaisse comme le lien, terrestre, obligé avec l'Asie centrale, constitue l'une des plus importantes faiblesses de la Russie dans la région, faiblesse sur laquelle le pouvoir kazakh peut s'appuyer et qui pourrait devenir un véritable handicap pour Moscou en cas d'autonomisation de son voisin méridional. Dans la partie européenne, l'enclavement de la Moldavie entre la Roumanie et l'Ukraine gêne la Russie dans sa volonté de rester influente auprès de ce poste avancé dans les Balkans. De fait, les relations entre la Russie et la Moldavie dépendent en grande partie de celles que Moscou entretient avec Kiev. De plus, le territoire de ses nouveaux voisins sépare désormais la Russie de l'étranger lointain,
ce qui réduit d'autant la marge de manœuvre de Moscou et procure des atouts significatifs à ses partenaires. C'est notamment le cas pour les républiques de la partie européenne, qui séparent la Russie de l'Union européenne, son principal partenaire économique. C'est aussi le cas dans le Caucase, où les nouveaux États indépendants séparent la Russie de la Turquie et de l'Iran. Enfin, si les mers Noires et Caspiennes constituent des obstacles importants pour la construction d'infrastructures de transport, que ce soit pour la construction de pipelines ou le transport de marchandises, nombreuses ruptures de charge, elles n'en relient pas moins les trois régions entre elles et permettent le développement potentiel de liens entre les États de la CEI en dehors de la Russie. Et si les données territoriales ne sont pas aussi favorables à la Russie qu'il y paraît au premier abord, il en va de même pour les données démographiques. Pris ensemble, les autres pays de la CEI ont une population égale à celle de la Fédération russe. Dans le cadre d'une structure d'intégration multilatérale, une alliance hypothétique selon la formule tous contre Moscou est également susceptible de contrebalancer le poids de la Russie. Mais la plus grande faiblesse de la Russie dans ses relations avec ses partenaires ne réside pas dans la géopolitique interne à la CEI, mais bien dans la présence aux frontières de la communauté et au-delà, de puissances désireuses, sinon capables, de contrebalancer l'influence de la Russie. Les puissances d'Europe occidentale à l'ouest, la Turquie voire l'Iran au sud, la Chine à l'est, auxquelles s'ajoutent les États-Unis qui tentent d'intervenir dans toutes les régions de la CEI. Le seul moyen pour les États de l'étranger proches de résister à une réintégration dans la sphère d'influence russe réside dans le soutien de ces puissances extérieures. 2. Influence des dynamiques internes et externes sur les relations générales Russie-CEI. Les dynamiques internes correspondent aux évolutions de la géopolitique interne de la Fédération de Russie. Celle-ci influence directement la politique étrangère de la Russie, et a fortiori les relations Russie-CEI qui relèvent d'une combinaison complexe entre géopolitique interne et géopolitique externe. Les dynamiques externes sont conçues comme les évolutions géopolitiques externes à la Russie voire à la CEI, mais qui ont une influence sur les rapports de force au sein de la communauté. L'évolution générale des relations Russie-CEI, qui résulte de la conjonction de ces différentes dynamiques, peut être divisée en deux grandes périodes distinctes voire partiellement opposées quant aux grandes tendances qu'elles expriment. Et avant d'entreprendre l'étude des relations Russie-CEI au cours de la deuxième période, qui correspond au cadre temporel de notre étude, après 1999, il convient au préalable de revenir sur les années 1990 qui ont joué un rôle crucial dans la restructuration des relations entre la Russie et son étranger proche. 2.1. Les libéraux et l'héritage soviétique, 1991 à 1999. A. Une frontière entre géopolitique interne et externe qui reste floue. Il est aujourd'hui difficile de se représenter l'état de confusion qui régnait au début des années 1990 dans l'espace ex-soviétique en général, et dans les cercles dirigeants à Moscou en particulier. Certes, la nouvelle équipe autour de Boris Yeltsin était à la tête de la Fédération de Russie, et sa politique censée s'appliquer à l'intérieur de ses frontières. En fait, les choses sont beaucoup plus complexes. Non seulement, Moscou doit continuer à gérer directement nombre de questions qui concernent l'ensemble du territoire ex-soviétique, que ce soit, au moins dans un premier temps, la politique monétaire, zone rouble, ou la politique sécuritaire, forces armées devenues russes éparpillées dans l'espace ex-soviétique, garde-frontières, mais des pans entiers de sa souveraineté sont remis en cause à l'intérieur même de la Fédération de Russie. À l'exemple du Tatarstan ou de la Tchétchénie, certaines républiques réclament une autonomie d'action qui confine au séparatisme. Pour faire face à cette situation, le gouvernement central signe des traités bilatéraux de partage des compétences avec un certain nombre de républiques autonomes, Tatarstan, Bachkirie. À cette époque, le fédéralisme asymétrique à la russe prend une forme extrême. Non seulement il y a une opposition importante entre les républiques autonomes bénéficiant de larges compétences et les autres territoires plus soumis au centre moscovite, mais toutes les républiques autonomes n'ont pas le même statut, certaines ayant signé un traité de partage des compétences avec Moscou, d'autres non. Le Tatarstan obtient les compétences les plus étendues qui vont souvent à l'encontre de la constitution russe, avec notamment la possibilité pour la République d'avoir des représentations à l'étranger,
la politique extérieure relevant en principe de l'autorité exclusive du centre fédéral. En fait, ce sont tous les liens entre Moscou et le reste du territoire russe qui se distendent et cela ne concerne pas seulement les républiques ethniques mais aussi les régions, oblastis, kraya, okrougi, dont les gouverneurs deviennent, avec les oligarques, les personnages les plus puissants de la Nouvelle-Russie. On parle alors d'un éclatement possible de la fédération. À l'inverse, d'autres territoires en dehors de la Fédération de Russie sont proportionnellement plus dépendants de Moscou. C'est le cas des républiques sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud en Géorgie, de Transnistrie en Moldavie, voire de la Biélorussie dans son ensemble, qui au milieu des années 1990 recherchent activement une réactivation des liens avec l'ancien centre soviétique. De fait, la grande indépendance d'action dont bénéficient les élites régionales russes relativise paradoxalement le degré d'indépendance des ex-républiques fédérées, pour lesquelles, compte tenu de contraintes géopolitiques, enclavement ou économiques, mais aussi de la quasi-absence de représentation diplomatique dans le reste du monde, l'indépendance de jure ne se traduit pas aussitôt en indépendance de facto. De plus, la plupart des élites politiques des républiques désormais indépendantes ne prennent pas immédiatement la mesure du changement de la donne. C'est notamment le cas en Asie centrale où, contrairement au reste de la CEI, la majorité des dirigeants sont restés en place lors des indépendances. Pour ces derniers, l'indépendance permet certes de dégager une plus grande marge de manœuvre vis-à-vis de Moscou, mais dans le même temps, il n'est plus possible de lui faire appel comme auparavant en cas de problèmes économiques ou politiques internes. Moscou joue également beaucoup moins le rôle d'arbitre entre les différentes républiques qui doivent tenter de régler leurs différends par elles-mêmes. Certes, l'ouverture sur le monde offre de nouvelles opportunités, mais elle est également synonyme de nouvelles contraintes et d'une complexité bien plus grande. Les dirigeants des républiques fédérées étaient rompus aux équilibres de pouvoir au sein de l'État soviétique. Ils n'étaient pas forcément préparés aux règles du jeu des relations internationales. Au début des années 1990, on a donc une très grande complexité de la géopolitique de la CEI dans laquelle les frontières entre géopolitique interne et externe restent souvent floues. Il ne pouvait d'ailleurs pas en aller autrement, compte tenu de la soudaineté de la séparation, pour des territoires dont la majorité n'a jamais existé en tant qu'États indépendants auparavant. Pourtant, cette différence entre géopolitique interne et externe ne cesse de s'accentuer au cours des années 1990 au fur et à mesure de la transformation des républiques de la CEI en États indépendants à part entière avec tous les attributs de la souveraineté, appareil d'État, forces armées, monnaie. Cette différenciation est facilitée par le repli de la Russie sur son territoire. B. Réforme libérale et effondrement économique. Dans le cadre de l'État soviétique, le centre moscovite, plus riche que la périphérie, apportait une aide économique importante à cette dernière sous forme de dotations et de diverses subventions. Cette aide s'expliquait avant tout par la volonté de Moscou de maintenir la loyauté des régions périphériques. Il n'est donc pas étonnant de constater que les républiques d'Asie centrale, les plus pauvres d'URSS, ont été les plus réticentes à proclamer leur indépendance au moment de l'éclatement de l'État soviétique. En 1988, et alors qu'elles ne contribuaient pratiquement pas au budget fédéral, celles-ci recevaient du centre moscovite 16,8 milliards de dollars au seul titre des dotations, sans compter de très importantes subventions. De fait, la redistribution était un des points forts du système soviétique, mais sa grande faiblesse résidait dans ses difficultés à créer efficacement la richesse. Les flux financiers centre-périphérie se faisaient donc avant tout au détriment du centre qui devait prélever une partie de sa richesse pour aider la périphérie, sans avantage économique équivalent en retour. L'éclatement de l'URSS a révélé ce déséquilibre. La Russie a été obligée d'accorder des crédits aux autres républiques pour pouvoir poursuivre le commerce bilatéral. C'est ainsi que la dette de l'étranger proche a fortement augmenté, sans perspective de remboursement. Les relations économiques déséquilibrées qu'entretenait l'URSS avec ses satellites menaçaient de se reproduire à l'échelle de la CEI. En effet, du temps de l'URSS, Moscou ne se contentait pas d'aider les républiques soviétiques les plus pauvres, ce qui relève somme toute du rôle traditionnel de redistribution d'un État-providence, mais apportait une aide économique directe ou indirecte,
tarif préférentiel des matières premières, à l'ensemble de ses alliés du camp communiste. Pendant que les États-Unis menaient une politique d'expansion leur permettant de financer une économie toujours plus florissante, l'URSS prélevait une partie de sa richesse pour financer l'extension de la Révolution mondiale. Dans La chute du Kremlin sous-titré L'Empire du non-sens, Andreï Gratchev, ancien haut responsable soviétique proche de Mikhaïl Gorbatchev, résume le mécanisme pervers de cette politique. Connaissant les faiblesses des rêveurs du Kremlin, les dirigeants nouvellement socialistes d'Éthiopie, d'Angola, de Libye, du Dahomey, du Yémen et du Mozambique tenaient à Moscou le même discours. Ils savaient que le Kremlin refuserait plutôt du blé à sa propre population qu'à ses nouveaux alliés, et pouvait autant jouer de la menace d'un rapprochement avec les États-Unis ou la Chine, que de la vanité des chefs soviétiques. Pour les libéraux, ce qui s'est passé avec l'aide soviétique qui ne sera jamais remboursée et dont le tarissement a aussitôt poussé les pays concernés à se détourner de Moscou, risque de se reproduire avec les partenaires de la Russie au sein de la CEI. Au début des années 1990, la position des libéraux vis-à-vis des États de la CEI peut se résumer ainsi. Ces républiques sont un fardeau pour notre développement au moment où nous avons besoin de capitaux pour réformer notre économie. Il faut donc nous tourner vers l'Occident pourvoyeur de capitaux, de crédits et d'experts. C'est à cette époque que la politique libérale et monétariste suggérée par les conseillers économiques venus des États-Unis, et imposée par le FMI, a été appliquée à la lettre par le gouvernement russe. La libéralisation brutale et désordonnée de l'économie selon la formule de la thérapie de choc a eu les résultats que l'on sait. L'effondrement de l'économie, et notamment de la production industrielle, étouffée par la démonétisation et désorganisée par la rupture des liens avec les entreprises de l'étranger proche, le fort accroissement de la dette de l'État russe qui avait déjà hérité de l'ensemble de la dette soviétique, l'énorme fuite de capitaux vers les paradis fiscaux et les banques occidentales, appauvrissement généralisé de la population qui, non seulement ne recevait plus ses maigres salaires qu'avec plusieurs mois de retard, mais a vu toutes ses économies patiemment accumulées sous l'Union soviétique s'envoler à cause de l'hyperinflation. Les Russes et leurs ex-concitoyens qui avaient épargné toute leur vie pour s'acheter l'appartement ou la voiture tant rêvée, se sont retrouvés du jour au lendemain avec une somme ne permettant plus de s'acheter que quelques produits de première nécessité. La politique imposée par le FMI revêtait des aspects complémentaires. Une politique du rouble fort, artificiellement surévaluée avec l'aide des prêts accordés par l'institution internationale, associée à l'abaissement des droits de douane se traduisait par l'importation massive de produits finis occidentaux qui étouffaient l'industrie et le secteur agricole russe déjà fragilisé par la transition et encourageait la fuite des capitaux vers les comptes en banque et autres zones offshore occidentaux. Dans ces conditions, le seul secteur pouvant assurer des entrées de devises pour l'État russe est celui des matières premières, dont la commercialisation n'obéit pas aux contraintes des produits manufacturés. L'obstination du FMI à maintenir le rouble surévalué est d'autant plus incompréhensible que la Pologne, présentée comme le bon élève de la politique libérale imposée par les institutions financières occidentales, avait, elle, pu fortement dévaluer le zloty dès 1991, dévaluation qui avait rendu sa compétitivité à l'industrie nationale et permis une forte hausse des exportations. Dès 1992, la Pologne connaissait une croissance qui se maintiendra à un niveau élevé pendant toutes les années 1990 et au-delà. La Russie devra attendre 1998 pour effectuer sa propre dévaluation et connaître à son tour la reprise économique. L'effondrement économique est d'une ampleur qui n'a de précédent que celui qui a eu lieu à la suite des révolutions de 1917. Le secteur industriel qui a le premier souffert de la crise est loin d'être le seul à être touché. Le secteur primaire, pourtant déjà fort mal en point sous l'URSS, connaît une crise d'une ampleur équivalente. Au cours des 7 premières années de la réforme agraire post-soviétique, 1992 à 1999, le cheptel bovin a vu sa taille réduite de 46% et le nombre de porcs a diminué de 48%. Pour mettre en perspective ces diminutions, au cours des 6 années de la collectivisation stalinienne, 1928 à 1934, la taille du cheptel bovin a diminué de 40% et le nombre de porcs de 33%.
La taille du cheptel animal fin 1999 était inférieure à celle de la fin des années 1950. L'effondrement économique russe est l'une des données fondamentales des relations Russie-CEI. Dans les années 1990, la Russie n'était pas en mesure de constituer un pôle d'attraction pour ses voisins et n'avait pas les moyens d'éviter le renforcement des forces centrifuges au sein de la CEI, mais aussi sur son propre territoire. Jacques Sapir montre combien la politique de réduction drastique de l'État fédéral russe imposée par le FMI a favorisé le processus de morcellement de la Russie. En effet, si les gouverneurs et les oligarques avaient le pouvoir de contester directement le gouvernement fédéral, c'est que ce dernier était privé des moyens financiers nécessaires pour exercer son autorité. Les dépenses publiques sont tombées en 1997 à moins du quart de ce qu'elles étaient en 1992. Les administrations et les services sociaux ont été privés des moyens de leur fonctionnement. Au-delà de la contraction des dépenses, il faut mesurer l'effet de déplacement entre la puissance fédérale et les autorités locales qui découlent de cette politique. Alors qu'en 1992 l'essentiel des dépenses et des recettes provenaient du poste fédéral, la situation s'est inversée par la suite. En 1997, les dépenses fédérales représentaient moins de 44% du total de dépenses déjà fortement réduites. L'affaiblissement des moyens budgétaires des autorités fédérales a fortement contribué à leur affaiblissement politique. L'État central est également très affaibli par la politique de privatisation massive qui s'est transformée en pillage de grande ampleur de l'État russe au profit d'un petit groupe d'initiés. Ces derniers sont rapidement assimilés à une oligarchie, du fait de la concentration de la richesse économique entre leurs mains, comme de leur propension à manipuler l'État pour leurs intérêts particuliers. L'État russe est appauvri, désorganisé et en grande partie privatisé. Le caractère désastreux et prolongé de la politique économique imposée par le FMI à la Russie, le fait que l'abandon de cette politique par Moscou s'accompagne simultanément d'une forte croissance économique, ont fait naître des interrogations sur les motivations profondes de l'institution. Gérard Wilde constate: quand on sait que la logique de la conditionnalité a poussé le Fonds monétaire à une immixtion croissante dans la conduite des politiques économiques et dans la mise en place des réformes structurelles dont ni les unes ni les autres n'étaient garanties de réussir, on peut comprendre que l'institution, si représentative du modèle occidental, ait été vilipendée à de nombreuses reprises et dans de nombreux lieux. En Russie, qui a reçu plus de la moitié de l'aide fournie à l'Est par le FMI, 30 milliards de dollars sur 50 environ, celui-ci a pu être accusé d'avoir été l'agent des États-Unis dans la mise à mal volontaire de la puissance du pays. C. Les relations avec l'Occident. Effondrement économique, force centrifuge interne et réorganisation radicale et douloureuse des relations avec les républiques ex-soviétiques ne laissent qu'une maigre marge de manœuvre à la Russie dans ses relations avec le reste du monde et avant tout avec l'Occident. D'autant que ce dernier exerce une influence énorme sur le gouvernement russe, au travers des crédits et de la politique économique qui les accompagnent. Les libéraux décident donc de mener une politique extérieure résolument pro-occidentale, politique que Paul-Marie Delagorce résume ainsi: la recherche d'une entente à tout prix avec les États-Unis devenait plus qu'une priorité, c'était un dogme. De même, Jean-Christophe Romer rappelle que le ministre des Affaires étrangères russe Andreï Kozyrev était surnommé Monsieur Da, pour son suivisme systématique à l'égard de l'Occident et des États-Unis en particulier. Les libéraux occidentalistes pensaient que dans la mesure où la guerre froide était finie, l'Occident leur tendrait les bras afin d'insérer la nouvelle Russie dans ce qu'ils appelaient le monde civilisé. Le caractère idéologique et fortement idéaliste de la politique menée au début des années 1990 par les libéraux russes ne doit cependant pas faire oublier qu'au vu des rapports de force, la Russie n'avait d'autre choix que de continuer un dialogue inégal avec l'Occident à un moment où son objectif principal était de se faire reconnaître comme l'unique héritière de l'URSS, siège au Conseil de sécurité de l'ONU, rapatriement des forces nucléaires. De leur côté, les pays occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis, ont profité de l'énorme affaiblissement russe pour empêcher le plus longtemps possible son retour sur la scène internationale en tant que grande puissance.
Quel intérêt avaient les États-Unis et les États membres de l'Union européenne à permettre l'intégration réussie de la Russie dans l'économie mondiale, quand dans plusieurs secteurs de pointe, elle apparaissait comme une concurrente directe potentielle? Afin d'empêcher le retour de la puissance russe sous une autre forme, capitaliste cette fois, les États-Unis ont cherché à empêcher toute reconstitution d'une union des ex-républiques soviétiques autour de la Russie. De fait, l'affaiblissement de l'économie russe contribue à diminuer la force d'attraction de la Russie envers ses voisins, tandis que la rupture des liens avec ces derniers désorganise l'outil de production hérité de l'Union soviétique, favorise la transformation de la Russie en un pays exportateur d'hydrocarbures. Ce faisant, la Russie devient pour nombre de ses voisins eux aussi exportateurs de matières premières, moins un pôle d'attraction économique qu'un concurrent économique, ce qui accentue encore un peu plus les facteurs de divorce. Au début des années 1990, le programme des libéraux russes correspond parfaitement aux objectifs des États-Unis, ce qui peut d'ailleurs expliquer que la politique de ces derniers à l'égard des pays de la CEI ait été alors beaucoup moins active qu'à partir de la fin de la décennie, quand l'appareil politique russe commence à infléchir sa politique. Par ailleurs, une politique trop active et trop visible des États-Unis dans l'étranger proche aurait favorisé les forces antilibérales désireuses de reconstituer l'ex-empire soviétique à un moment où les liens entre les républiques ex-soviétiques étaient encore très forts. En effet, il ne faut pas négliger un aspect plus géographique de la question. Les États-Unis se sont d'abord préoccupés de renforcer leur position dans les zones périphériques de l'ex-sphère de domination soviétique, avant de pénétrer de plus en plus profondément au cœur de l'Eurasie. Ce fut d'abord la première guerre contre l'Irak qui, en plein effondrement de l'URSS, permettait à Washington d'établir son hégémonie sur le Moyen-Orient, région qui comptait jusque-là bon nombre d'alliés de Moscou. Ce furent ensuite les interventions de l'OTAN en ex-Yougoslavie, qui n'avait jamais fait partie intégrante du bloc soviétique et formait déjà à l'époque communiste une sorte d'état de transition entre Occident et bloc soviétique. Puis vint le tour de l'Europe centrale, les ex-démocraties populaires étant peu à peu intégrées aux structures euro-atlantiques. Enfin, les républiques ex-soviétiques dont les trois républiques baltes, ont été elles aussi intégrées et les autres, membres de la CEI, se transforment en un terrain de compétition plus ou moins ouverte entre la Russie et les autres puissances, particulièrement occidentales. Les infléchissements de la politique russe à l'égard de la CEI. Devant l'échec de plus en plus évident de la politique unilatérale de rapprochement avec l'Occident, la Russie change progressivement de trajectoire politique, préparant les changements plus radicaux qui auront lieu après 1999. Cette réorientation s'exprime notamment dans les relations Russie-CEI. On peut en fait subdiviser les années 1990 en deux étapes qui se chevauchent plus qu'elles ne se succèdent strictement. Ces deux étapes sont personnifiées, pour ce qui est des conceptions de politique extérieure par les deux premiers ministres des Affaires étrangères de la Nouvelle-Russie, l'occidentaliste Andreï Kozyrev, 1992 à 1995, et l'orientaliste, partisan d'une politique multilatérale, Evgeny Primakov, 1996 à 1999. Au cours de la première étape, l'objectif initial de la CEI de préserver les liens entre les républiques ex-soviétiques est largement mis à mal par la montée en puissance des forces centrifuges. Chacune des républiques ex-soviétiques proclame son indépendance et rejoint la CEI, ce dernier processus n'allant pas de soi pour plusieurs républiques telles la Géorgie ou l'Azerbaïdjan. C'est au cours de cette période que tous les conflits séparatistes, liés à l'apparition de nouvelles frontières interétatiques et qui empoisonnent les relations entre les États membres jusqu'à nos jours, prennent la forme de conflits ouverts souvent très violents. La Russie ne fait pas exception avec la guerre de Tchétchénie, qui mine durablement son poids international. Chacun des États membres s'attelle à construire tous les attributs de la souveraineté, processus peu compatible avec des idées d'intégration. Ici, il faut souligner que loin d'être le seul fait de républiques périphériques désireuses de se défaire de l'hégémonie de Moscou, l'échec de départ de la CEI est largement imputable à la Russie elle-même, ou plutôt à l'équipe de libéraux qui règne alors à Moscou et pour qui les relations au sein de la CEI ne sont pas une priorité. Au cours de la deuxième étape, la situation générale au sein de la CEI se stabilise.
La Russie, qui a mis fin provisoirement au conflit tchétchène, accord de Khaçaviour, affirme sa domination sur l'ensemble, mais reste largement occupée par ses problèmes internes dans un contexte où les tendances centrifuges se poursuivent. On constate un début de découplage entre les différentes républiques de la CEI. En effet, plusieurs États membres confirment leur volonté de se concentrer sur la construction de leur indépendance, Ukraine, Géorgie, en gardant leur distance vis-à-vis de la Russie. D'autres au contraire, Biélorussie, Kazakhstan, ayant pris conscience des effets néfastes de la désintégration qui les touche au moins autant, si ce n'est plus que la Russie, expriment la volonté de renouer les liens économiques distendus, ce qui les amène à signer de nouveaux accords avec la Russie pour réactiver les processus d'intégration. Cette volonté est accueillie favorablement par la Russie qui infléchit sa politique extérieure, afin d'affirmer la présence russe dans l'espace post-soviétique. Cependant, comment mener à bien cette tâche quand la plupart des républiques sont accaparées par leurs problèmes intérieurs ? C'est à cette époque que le décalage entre les objectifs affichés pour l'intégration au sein de la CEI et la réalité socio-économique et politique est sans doute le plus grand. Comment parler d'union monétaire à un moment où le troc constitue près de la moitié des échanges en Russie ? Comment parler d'union politique ou militaire quand Moscou ne parvient pas à contrôler son propre territoire ? Néanmoins, le pouvoir russe continuant à considérer l'ex-URSS comme sa sphère d'influence naturelle, a tenté de jeter les bases d'une réintégration économique avec les États. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.